Le mois d'octobre est même pas terminé, puis déjà on voit du gros mouvement dans les classements en vue du repêchage 2026 de la Ligue nationale de hockey. Il y a quelques joueurs qui chutent, d'autres qui sortent de nulle part, puis il y en a certains pour qui on commence déjà à se poser des questions. Pour certains joueurs, c'est une surprise tout ça, mais pour d'autres, c'est aussi surprenant que Mark Stone qui se blesse déjà. Épisode fort simple aujourd'hui. Je vais commencer par vous parler des 13 joueurs de premier plan, à mon avis, dans cette cuvée, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers avec ce repêchage-là. Puis ensuite, je vais vous parler des joueurs sous-estimés, mais également des joueurs, à mon avis, surévalués. Je vais parler de quelques cartes cachées, de quelques joueurs pour qui j'ai encore peine à embarquer dans le train. Il y a une bonne liste de noms que je vais couvrir aujourd'hui, en fait, dont Nikita Klepov, Yegor Shilov, JP Holbert, Brooks Rogowski, Blake Zolinsky, Caleb Malhotra et Nicholas Aram Olsen. Puis plein d'autres, évidemment. Là, je dois parler, je pense, d'une trentaine de joueurs aujourd'hui. Bref, ben de la viande autour de l'os. Puis je vous dis pas tout de suite, dans les joueurs que je vous ai nommés, qui que j'aime puis qui que j'aime pas. On va découvrir ça ensemble. Lundi 20 octobre 2025, vous entrez maintenant dans l'épisode 4, saison 4 du podcast Briser la glace. Come on in. Hey, salut les petites douceurs! Comment est-ce qu'elle va, belle-mère? Ben oui, hey, je dois vous avouer, je suis quand même fatigué, mais j'avais beaucoup envie de sortir cet épisode-là. C'est un épisode que j'avais vraiment hâte de faire. Vous partagez en fait les joueurs que je pense qui vont grimper, qui vont descendre, les joueurs sous-estimés, surestimés, sous-estimés. Bref, je donne le jus ces temps-ci. La saison de scouting est dans le tapis, au fond Léon, puis je sais que j'en avais déjà parlé dans les épisodes passés, mais c'est une cuvée vraiment le fun cette année. J'approche la centaine de joueurs visionnés, je sais plus là, combien de visionnements. Je suis pas très loin là, d'avoir une trentaine de joueurs en fait que j'aimerais vraiment conserver dans ma première ronde. Fait que les places sont limitées, se remplissent déjà. Peut-être que je vais refroidir sur certains de ces joueurs-là, mais pour l'instant, ça augure quand même très bien. Il y a toutefois des joueurs pour qui je suis un peu plus froid, que j'aime moins que la moyenne des ours. Mais j'en parle dans un instant. Je saute tout de suite en fait dans le vif du sujet. Je réitère. Il s'agit ici de mes propres observations et opinions et non ceux de notre équipe de scouts chez Elite Prospects, même s'il y a plusieurs de ces opinions-là que je vous partage aujourd'hui qui sont partagées au sein de notre équipe. Pour ceux qui seraient moins familiers avec cette cuvée-là, la cuvée 2026, je voudrais faire un petit portrait de la situation, juste pour vous familiariser avec ces noms-là. Je sais que j'en ai parlé déjà il y a quelques épisodes, mais d'en reparler, ça fait qu'on va apprendre à les connaître, en fait. Fait que, ben évidemment, au premier rang, là, Gavin McKenna, qui trône au sommet de pas mal toutes les listes, quoique il y en a certains qui commencent à remettre ça en doute, dont Scouting, qui l'avait 4e il y a quelques semaines. Bref, je penserais pas, en fait, que ce soit autre chose que Gavin McKenna lors du repêchage. Je pense pas qu'on a affaire ici à une situation à la James Haggans ou Shane Wright. McKenna est vraiment une coche au-dessus. Ça fait au moins 4 ans, je pense, la 5e année qu'on en parle. Ailier de 6 pieds qui a dominé partout où ce qui est passé. L'an dernier, c'est 129 points en 56 rencontres. En plus d'avoir amassé 38 points en 16 matchs de série. Je rappelle, il était à son année D-1, l'année avant son admissibilité au repêchage. Bon, certes, c'est un late, puis bon, évidemment, cette année, il a fait le saut dans la NCAA, puis il domine pas autant que ce que les gens auraient souhaité. Je pense qu'il est point per game, 6 points en 6 matchs. Puis il y a plusieurs personnes qui critiquent son manque d'implication défensive, mais il y a un talent offensif exceptionnel, on peut pas le renier. Puis je pense que de choisir là, un défenseur ou un autre attaquant, en fait, à sa place, serait une grave erreur. Ensuite, on voit généralement, je dirais, un groupe d'une douzaine de joueurs, plus ou moins, mais moi, c'est vraiment ces 12 joueurs-là que je vois. 6 attaquants, 6 défenseurs, donc une cuvée avec beaucoup de défenseurs, cuvée avec pas beaucoup de centres, vous allez voir, mais très intéressant côté défenseur. Je parle d'abord des 6 attaquants, ensuite les 6 défenseurs. Fait que les attaquants, il y a Ethan Belchetz, ailier gauche, 6 pieds 5, 227 livres, un bœuf
Pas un late, un vrai gros ailier de puissance, agile et robuste, de qui on a entendu en fait des comparaisons avec Eric Lindros et Rick Nash. C'est pas plate. Pour ma part, Belches est pas mal déjà un lock dans mon top 4. En fait, j'hésite même à le mettre deuxième ou troisième dans mon prochain classement. Je vous en parle pas plus que ça parce qu'on va en parler fond en large durant la saison. Là, je veux juste faire un petit aperçu, là, mais Ethan Belchetz, gardez ce petit nom-là en tête. Ensuite, dans les attaquants, il y a Tynan Lawrence, centre pas tout à fait 6 pieds 1, un des très jeunes joueurs de la QV, mais un des rares centres également, et je pense que ça pourrait jouer sur sa valeur le jour du draft. Un joueur qui a le tir, qui a le patin, le jeu two-way, l'intensité, un certain playmaking même, afin de devenir un centre top 6 dans la LNH, voire même centre numéro 1. Je disais lors de mon tout premier survol de la QV lors du podcast, que je vois Tynan Lawrence un peu dans le moule des Macklin Celebrini et Michael Misa. Tu sais, le genre, justement, de centre, two-way, bon patin, gros shot, avec également des attributs de playmaking. C'est vraiment ce que je vois en Tynan Lawrence. Je l'avais mis deuxième dans mon classement préliminaire de septembre, plus haut que la plupart des gens. On le voit généralement plus entre 5 et 7. Puis pour l'instant, il ne devrait pas bouger dans mon prochain classement, compte tenu que Lawrence n'a pas eu la chance de jouer encore cette saison, compte tenu qu'il est blessé. Mais surveillez-le, Tynan Lawrence. Puis comme je disais, vu la rareté des centres, je pense qu'il va sortir tôt le jour du draft s'il connaît une forte saison. C'est toutefois pas un joueur parfait et c'est pour ça qu'on le voit un petit peu plus loin dans certaines listes. Je pense que c'est peut-être son... il a besoin de montrer en fait plus de vision et de créativité, peut-être même de dynamisme, je crois. Mais sinon, il y a absolument tous les outils, comme je disais, le patin, le shot, afin d'exceller. Sinon, on voit également beaucoup le nom de Ivar Stenberg, qu'on avait classé deuxième chez Elite Prospects dans notre classement de septembre, qu'on comparait un peu à Lucas Raymond. Donc, ailier 5 et 11, presque point per game dans la SHL, mais très late toutefois, à 2 semaines d'être éligible l'an dernier. Mais j'en parle plus tard en détail de Ivar Stenberg. Dans quelle catégorie? On va voir. Toujours dans les attaquants, il y a Ryan Rubrook. Un autre nom que vous avez peut-être déjà entendu parler, parce que Rubrook, ça fait lui aussi quelques années qu'on en parle. Mais fait intéressant, il était classé comme un centre de 6 pieds 4. Donc vous avez peut-être cette image-là de lui, de centre de 6 pieds 4, mais détrompez-vous. Aujourd'hui, la centrale de recrutement a sorti ses mesures. Il était mesuré à 6 pieds 2 et 3 quarts. Puis Rubrook n'a jamais joué au centre. C'est un ailier, mesdames, messieurs. N'empêche que c'est un joueur très talentueux, avec un tir dévastateur, mais lui aussi, j'en parle un peu plus tard. Est-il surévalué ou sous-évalué? We'll see. Ensuite, Mathis Preston, un autre attaquant qui a fait carquiller bien des yeux, attaquant 5 et 11 de la WHL, hyper créatif et dynamique, que je disais lors du premier épisode que si vous avez aimé Berkeley Catton et Jake O'Brien dans les derniers repêchages, Mathis Preston pourrait être votre homme cette année. Je l'ai personnellement en haute estime, très haute même, mais je pense que c'est un joueur... qui va être polarisant cette année. C'est ça, même si c'est pas un joueur de qui je vais parler plus tard dans l'épisode, donc c'est pas un joueur que je considère sous-estimé ou surestimé ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un joueur qui pourrait être sujet à glisser toutefois lors du draft et dans certaines listes même, compte tenu de son style parfois plus junior et peut-être de son manque de maturité physique également. Mais on va en reparler, lui aussi, en cours de saison. De Mathis Preston. Je pense que ça va être un des joueurs les plus le fun à regarder. D'ailleurs, The Puck Bunker, podcast anglophone, ont sorti un épisode dans lequel ils parlent de Mathis Preston. Puis, en fait, il disait une phrase qui représente vraiment bien Mathis Preston. Je paraphrase, mais tu sais, grosso modo, même quelqu'un qui connaît pas tant le hockey, qui se pointe à l'aréna pour checker les Chiefs de Spokane jouer, il va rapidement identifier Mathis Preston comme étant un des meilleurs joueurs, sinon le meilleur joueur sur la glace. C'est un gars qui pop dans l'écran. Puis, tu sais, même quand t'écoutes un autre joueur ou t'écoutes l'équipe adverse, mettons en visionnement isolé, Mathis Preston, c'est souvent le joueur qui ressort. Le jeu tourne beaucoup autour de lui. Fait que bref, très le fun à voir jouer.
Sinon, pour conclure dans les attaquants, si vous suivez un peu cette cuvée-là du coin de l'œil depuis un certain temps, il y a le nom de Viggo Bjork, qui ne vous sera pas étranger également. Ailier, mesure à 5 et 9, qui évolue en SHL, mais il vient tout juste d'être rétrogradé en fait en U20 national. Puis lui qui avait justement complètement dominé la J20 l'an dernier, battant à l'âge de 16 ans le record pour le nombre de points dans une seule saison, tout âge confondu. Je rappelle, à 16 ans, c'est pas piqué. Mais bon, petit ailier suédois, 5 et 9, vous vous doutez que je vais en parler plus tard dans l'épisode. Possiblement dans la catégorie des joueurs que j'aime, moins que la moyenne des ours. Bon, il revient. Je vous ai nommé les 6 attaquants qu'on voit généralement, là, les classés les plus hauts, mais il y a 6 défenseurs. Je pense que c'est pas mal les autres qu'on voit, quoique Albert Schmitz, mais j'y reviens là. Bref, le premier défenseur, Keaton Verhoff, défenseur droitier, 6 pieds 4, pas un late, lui aussi un bœuf. Pas mal classé 2e ou 3e partout. Puis je pense que c'est justifié. En fait, on voit pas mal Stenberg et Verhoff s'alterner 2 et 3 dans pas mal toutes les listes après Gavin McKenna. Mais c'est ça, Verhoff, il a absolument tous les attributs pour devenir un défenseur de première paire, two-way, dans la LNH, puis il est droitier en plus, ce qui va l'aider le jour du draft. On le compare souvent à Aaron Ekblad à titre indicatif. Fait que bref, il y a le gabarit, l'instinct offensif, c'est un gars qui active beaucoup en zone offensive. Il y a le patin, la mobilité, le lancer également. Le jeu physique, bref, il y a pas mal tout pour exceller. Il y a toutefois quand même certaines choses personnellement qui me font peur dans son jeu, particulièrement dans sa propre zone. Mais tu sais, ça reste qu'il y a eu 17 ans cet été. Il est jeune, il est gros. On va lui donner un break, puis on va lâcher les points une seconde. Fait que Keaton Verhoff, je serais très surpris là, qu'il sorte plus loin que 3 ou 4 le jour du draft. Je sais, il est excessivement tôt pour parler de ça, mais... ouais, des gros défenseurs de même, là, historiquement, c'est ça qui se passe. Ensuite, Xavier Villeneuve, un autre nom que vous devez connaître. Si vous ne le connaissez pas, vous devez le connaître. En fait, défenseur gaucher, 5 et 11 toutefois, mais qui évolue à Blainville-Boisbriand. C'est simple. Xavier Villeneuve, oui, c'est notre Lane Hudson ou notre Quinn Hughes québécois. Honnêtement, il est sensationnel avec la puck. Évidemment, le gabarit fait peur. Le fait qu'il soit gaucher, possiblement, ne l'aidera pas à booster sa cote non plus lors du repêchage. En contrepartie, il joue dans un excellent contexte pour produire et peut-être même pouvoir se rendre à la Coupe Memorial. Puis je pense que ça pourrait l'aider à se mettre en valeur. Puis je dis pas ça dans le sens que ça va booster artificiellement sa valeur. Au contraire, je vois ça de manière très positive, qui a l'occasion de se faire valoir là, sur la grande scène. Fait que je pense que c'est ça, Xavier Villeneuve pourrait rapidement s'établir comme étant le meilleur défenseur offensif de toute la QV si c'est pas déjà fait. Ça, je pense que c'est clair dans la tête de bien des gens. Reste juste à voir le jour du draft. Va-t-il glisser? Puis glisser, en fait, ça m'étonnerait qu'il sorte plus tard que milieu de la première ronde, pardon. Compte tenu, c'est ça qui est absolument dominant en ce début de saison. Ensuite, il y a Ryan Lynn, prochain défenseur. Lui aussi, petit défenseur, 5 et 11, droitier toutefois, que j'aimais énormément, mais je vous avouerai que j'ai un petit peu refroidi, mais tu sais, ça change d'une journée à l'autre. En fait, je l'avais comme un possible choix top 5 avant le début de la saison, mais il me laisse un peu sur mon appétit jusqu'à présent cette année. En fait, Lynn, il n'est pas autant dynamique ou créatif que Xavier Villeneuve, mais il y a quand même des flashs. L'an dernier, j'ai dû tomber sur des bonnes games de lui parce que les flashs étaient quand même très, très, très fréquents. Il transportait la rondelle, il feintait, il manipulait, beaucoup là, de feintes, d'épaules. En plus d'être excellent défensivement, puis d'avoir une belle hargne, très travaillant également. Sauf que cette année, les flashs offensifs sont quand même plus timides dans les games que j'ai pognés. Du moins, au moins... Heureusement, en fait, il joue une game sans erreur parce qu'il y a beaucoup de ces petits défenseurs offensifs-là qui sont nuls défensivement et physiquement. Sauf que Lynn est un des meilleurs défenseurs défensifs du draft, à mon avis, malgré son 5 et 11. Excellent contre le rush, très agressif, très sneaky dans ses poke checks, très travaillant également. Fait que bref, je l'aime encore beaucoup. La saison est jeune, sauf que
si je le projette davantage comme un défenseur de deuxième paire, avec, mettons, une deuxième vague d'avantages numériques, plutôt que d'être un défenseur possiblement numéro 1, tu sais, ben si c'est le cas, il va passer derrière les quelques défenseurs que je pense qui pourraient avoir un potentiel de numéro 1, dont Verhoff, dont Villeneuve, mais aussi peut-être les 2 prochains qui pourraient peut-être avoir un profil un petit peu plus offensif. Le prochain, c'est Chase Reed, défenseur droitier, 6 pieds 2, OHL. Tout ça, c'est fucking sexy, que j'avais quand même beaucoup aimé la saison dernière parce qu'il avait produit un rythme, de fond, point par match à sa saison D-1. On pensait toutefois qu'elle allait stagner, sauf qu'à la date, j'aime beaucoup ce que j'ai vu de lui. Je trouve qu'il s'est amélioré. Puis présentement, c'est le 2e défenseur sur ma liste derrière Verhoff. Puis il score fort dans toutes mes catégories d'évaluation. Il y a le shot, il y a le gabarit, il y a le patin, il y a le jeu défensif, la robustesse, la créativité. Bref, il y a tout pour devenir un défenseur top 4, two-way, un minute muncher qu'on dit. Puis je pense que le profil, en fait, pour peut-être même rêver à un plafond de défenseur numéro 1 même. Peut-être pas un défenseur numéro 1 élite, sauf que je pense que il pourrait avoir une chaise pour lui et un scénario dans lequel il pourrait se développer là-dedans. Ça reste un late, mais il montre quand même de très belles choses et encore de la progression. Il y a un autre défenseur qui pourrait surprendre et grimper. Je l'ai inclus là-dedans, mais il n'est pas unanimement, en fait, dans les top 12, là, mais c'est Carson Carrolls, gaucher, 6 pieds 2, avec possiblement un des meilleurs jeux défensifs de toute la QV lui aussi, en plus d'avoir de sérieux flashs offensifs. Il n'a pas peur de se porter à l'attaque, de s'activer en zone offensive, il prend des risques. Puis c'est ça, peut-être même, il pourrait lui aussi peut-être se développer en défenseur two-way de première paire à suivre. Puis le dernier, mais non le moindre, de ces 12 joueurs qui suivent généralement Gavin McKenna dans les classements, c'est le défenseur Daxon Rudolph. 6 pieds 2 lui aussi, droitier, très sexy. Probablement celui avec le moins de dynamisme offensivement, toutefois, même s'il cumule déjà 8 points en 9 rencontres, puis que c'est pas un stay-at-home, c'est quand même un gars qui a certains flashs, c'est juste que les flashs sont quand même beaucoup plus prédominants. Mais Rudolph excelle défensivement. En fait, c'est probablement mon préféré contre le rush. C'est un défenseur que je trouve également très calme en récupération et en relance. En fait, à un point tel que des fois, ça a l'air d'être de la nonchalance, mais je pense qu'il est juste très composed. Et moi, ça me parle. C'est une qualité que c'est ça que j'apprécie énormément chez un joueur qui soit capable là, de prendre ses décisions avec calme et de ne pas paniquer avec la rondelle. Sauf que c'est ça, c'est un gars qui joue quand même une game assez safe, assez steady, parfois même assez plate, quoique c'est flashs de puck carrying puis d'activation, mais généralement c'est un gars qui est plus du côté safe des choses, mais je trouve qu'il y a le profil d'un NHLer, il est gros, il est mobile, il est solide défensivement, il est capable de contribuer à l'attaque, même si ce ne sera probablement pas le gars qui va piloter une première vague d'avantages numériques, mais c'est ça, son manque d'upside pourrait peut-être le faire glisser derrière les autres. Après ces 13 joueurs-là, ça s'ouvre quand même un peu dans les différentes listes. Il y a encore énormément de talent. C'est pas une QV là, qui prend une drop après ça. C'est juste que je pense que les joueurs qui suivent sont présentement sous-estimés ou méconnus, en fait. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas le... Tant que ce groupe-là ne blendera pas en fait avec le top 12 actuel, il a l'air d'avoir une drop, mais je pense pas qu'il y a tant une drop que ça. Là, je vais vous parler de 6 joueurs, en fait, sous-estimés, mais ça ne veut pas dire que c'est les 6 joueurs que je mettrais après les 13 que je vous ai nommés. Comprenez-moi là-dessus. En fait, les 2 premiers que je vais vous parler, oui, je pense qu'ils pourraient se tailler un poste dans le top 15, mais les autres, on parle plus de gars là, de milieu, fin de première ronde, à mon avis, mais que je pense qu'ils sont cruellement sous-estimés. Puis ensuite, je vais vous parler des joueurs un peu plus surestimés. C'est là que je vais peut-être revenir sur des joueurs de qui a déjà été question jusqu'à présent. Fait que lançons-nous dans les sous-estimés. 6 joueurs que j'aime beaucoup, en fait. Le premier, c'est Nikita Klepov, qu'on commence à voir percer certains top 32. En fait, chez Elite Prospects, on l'avait au 17e rang en septembre. Puis honnêtement, je pense que c'est pas assez haut, 17. On va voir, mais moi, dans mon prochain classement, il va être plus haut que 17. Je peux vous le confirmer. Puis, en fait,
le problème pour Klepov, c'est qu'il y a déjà un groupe, comme je disais, là, de peut-être 13, 14 joueurs, déjà pas mal établis, bien en selle au sommet de la liste. Mais si c'était une cuvée normale, je pense qu'on parlerait déjà de lui comme étant, dans le fond, un gars qui pourrait se battre pour une place dans le top 12 ou quelque chose comme ça, à mon humble avis. Bref, Klepov, ailier, 6 pieds, un russo-américain qui évolue en OHL, qui cumule déjà 18 points en 11 parties, au deuxième rang de toute la OHL, tout âge confondu. Il joue pour Saginaw, une équipe qui a perdu leurs 5 meilleurs pointeurs la saison dernière. Misa, Parek, Chernyshov, Mangone puis Epperson. Fait qu'outre le gabarit, qui n'est pas exceptionnel, à 6 pieds seulement, quoique ça reste dans la moyenne, il y a le patin aussi qui est relativement moyen. Mais à part de ça, Klepov coche pratiquement toutes les cases. Il y a un gros tir qui dégaine sans avertissement, avec des changements d'angle, sans trop de prédictabilité. C'est tout ça le mot? Bref, on ne peut pas le prédire. Klepov est également capable de passer, de déjouer. Il y a des beaux détails physiques, des beaux détails défensifs également. Il est capable de gagner ses batailles le long des bandes, ensuite d'effectuer des passes. Il s'implique, joue avec un rythme transposable également. Je vois en lui un dual threat, donc capable autant de marquer que de passer, avec des skills au-dessus de la moyenne, mais également capable de jouer sur 200 pieds, de jouer physique, de jouer sans la rondelle. Bref, capable de compléter un rôle dans pratiquement n'importe où, en fait, sur un top 9. Ça me parle. Nikita Klepov. Ensuite, il y a Yegor Shilov, centre russe 6 pieds 1, qui évolue pour les Tigres de Victoriaville. Donc, possiblement fort connu au Québec, fait que je ne passerai pas une éternité dessus. Vous l'avez possiblement déjà vu jouer, mais je pense qu'il est assurément sous-estimé ailleurs dans le monde. On l'avait classé 13e quand même chez Elite Prospects en septembre. Je pense que c'est pas mal là qu'il doit être, puis il va commencer à sortir. Shilov, présentement, 19 points en 10 rencontres pour les Tigres, au 4e rang de la LHJMQ, mais avec 2 matchs de moins que ceux qui sont devant lui. En fait, il est premier pour les points par match, tout juste devant Justin Carbonneau. C'est pas plate. Sa grande force, en fait, de Shilov, je pense, c'est son maniement de rondelle, puis sa capacité à fabriquer des jeux. Russe typique, agile, capable de déjouer dans une cabine téléphonique, qui surprend par sa créativité, son flair, ses jeux risqués. Il manipule les défensives adverses. C'est un agile distributeur également. Puis en plus, une des choses que j'aime beaucoup de Shilov, c'est son implication défensive. Un peu comme Klepov. Les deux n'ont pas le syndrome du Russe qui s'en calisse. Puis les deux jouent déjà en Amérique du Nord. Puis sont bons sur 200 pieds. Fait que c'est quand même... pas commun, et ça me parle beaucoup comme profil. Sauf que c'est ça. Shilov, malgré qu'il soit excessivement talentueux, probablement, comme je disais, un des joueurs les plus sous-estimés de la QV en ce moment, j'aimerais le voir prendre un peu plus l'intérieur, puis jouer avec un peu plus de rythme. Il a tendance à faire des jeux un peu trop à basse vitesse, puis chercher là, peut-être le jeu parfait un peu trop souvent. J'aimerais voir un peu plus de chaos, peut-être, en fait. Mais pour moi, là... comme Klepov, présentement, il est dans mon top 15. Ensuite, là, c'est là on tombe des gars un peu plus complets, là, que je vois pas le top 15 ou top 20, mais que je pense que vous allez commencer à entendre parler davantage. Le premier, c'est Caleb Malhotra. Oui, le fils de Manny. Puis, il joue pas mal dans le moule de son père, tu sais. Honnêtement, Caleb, c'est un des joueurs qui m'a le plus impressionné cette année par sa maturité. Premièrement, Malhotra, centre 6 pieds, un juin 2008, donc quand même assez jeune, qui joue pour Brentford dans la OHL, qui cumule 16 points en 10 matchs, ce qui est quand même impressionnant. Surtout que c'est un gars de qui on parlait très peu. Certes, il a été repêché 8e en 2024 dans le repêchage de la OHL, mais il a passé la saison dernière dans la BCHL. J'imagine que c'était dans le but d'aller dans la NCAA, sauf qu'il n'a quand même pas produit dans la BCHL. C'était 26 points en 44 rencontres. Fait que c'était quand même piqué des verres. Malgré tout, il avait bien terminé la saison, presque points per game en série. Là, il débarque en OHL, puis il pète tout. Quel début de saison, honnêtement. En fait, il est parmi les meilleurs pointeurs de toute la OHL, carrément.
Puis c'est ça, c'est étonnant de voir qu'il a fait autant de points jusqu'à présent, considérant que je le compare à son père, qui était un centre purement défensif pour les plus jeunes. C'est là que je trouve Caleb fort intriguant. En fait, il a parmi les plus beaux niveaux de détail défensif que j'ai vu pour un joueur de cet âge-là, qui anticipe le jeu comme peu de joueurs peuvent le faire. Il récupère des rondelles le long des bandes à un rythme phénoménal. Il les protège, il scanne, il effectue rapidement des passes. Il décolle la poque de la bande, comme on dit dans le jargon. Une qualité qu'on donnait beaucoup à Carter Bear la saison dernière. C'est un genre de rapidité d'exécution après une récupération de rondelles le long des bandes. Mais ce Malhotra fait beaucoup de choses très bien. Il scanne, il plaque fort même en fait. Il poke check, il peut jouer devant le filet. Puis avec la rondelle, ben c'est pas un 2 de pique non plus. Il y a certes pas le shot, mettons, d'un Klepov ou les mains d'un Shilov. Puis il y a une belle vision, puis je le trouve très calme avec la rondelle. Fait qu'il est capable de faire cycler la rondelle. Il est capable de faire des passes dans l'enclave quand il joue en dessous de la ligne des buts. Réalistiquement, je pense qu'on parle d'un gars de bottom six quand même, mais je pense qu'il pourrait devenir un très, très, très solide troisième centre, je crois. Genre de gars que tu pourrais possiblement plugger sur une des vagues d'avantages numériques également. Je pense qu'il y a ce petit playmaking-là, malgré tout en lui, même si c'est pas un fabricant de jeu dynamique à 5 contre 5. Fait que, bref, à surveiller pour la fin de la première ronde, mais moi, c'est un joueur que j'ai adoré. Ensuite, Niklas Aram Olsen. Si les Klepov puis Shilov sont unanimement des joueurs qu'on a adorés chez Elite Prospects, c'est pas le cas de Aram Olsen. En fait, je pense que je suis un des rares à aimer la quatrième sœur Olsen. Peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule en cours de saison. Peut-être que c'est moi qui ne vois pas que les bonnes lunettes. Mais je comprends les craintes à son égard. Mais il y a des affaires qui me plaisent beaucoup quand même. En fait, Aram Olsen, pas Ara Molsen, c'est Aram Olsen, ailier norvégien, 6 pieds 1, qui évolue en U20 en Suède. Quelques présences en SHL quand même. 13 points en 10 matchs en U20 présentement. C'est un profil d'attaquant de puissance, mais avec une belle agilité. Personnellement, j'ai aimé ses mains, son maniement de rondelle, sa protection de rondelle également, ses habitudes en récupération, le fait qu'il aime prendre le milieu de la glace, sa prise de décision rapide également. Sauf qu'en même temps, il n'y a aucun attribut élite ni même high-end. On est pas mal average partout, puis il n'y a aucune force séparatrice. Fait que, tu sais, il n'y a pas un patin, mettons, au-dessus de la moyenne ou un tir élite qui vraiment le détache des autres. Puis je pense que c'est un peu ça la critique à son égard. C'est un joueur que certains vont qualifier de vanille. Je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il pourrait fort probablement évoluer sur une 4e ligne dans la LNH. Mais l'upside est très limité, ou pourrait être très limité. Parce que personnellement, j'ai aimé les flashs. Ça demeure qu'on a tous un échantillon faible de visionnement. Il n'y a personne qui l'a vu 20 fois à date. Premièrement, il a juste joué 10 matchs. Mais c'est ça, je pense que chaque visionnement qu'on ajoute vient quand même influencer beaucoup notre perception. Fait que je comprends les doutes, j'ai les mêmes, sauf que je suis personnellement positif. Je pense qu'il pourrait avoir un rôle de ailier de puissance. Mais c'est ça. Peut-être plus un projet que d'autres que je vous ai parlé. Le prochain, Brooks Rogowski. Celui-là, c'est pour notre chum Daniel Genet, qui aime absolument aucun joueur en bas de 6 pieds 6. Brooks Rogowski, centre OHLien, mesuré à 6 pieds 7 par la centrale de recrutement aujourd'hui, 227 livres, fin juin 2008 en plus, donc très jeune, beaucoup de runway. J'aime beaucoup Rogowski, malgré mes visionnements limités. C'est un gars que possiblement vous allez m'entendre parler beaucoup cette saison. Certes, il n'a pas le talent des plus petits joueurs. On ne parle pas d'un gars au talent top 6 ici. C'est normal. C'est un gars qui vient à peine d'avoir 17 ans, qui fait 6 pieds 7. On ne peut pas s'attendre au plus grand talent du monde, mais il est plus grand que tout le monde. Un peu comme le X dans Exterio, là. C'est vraiment sa robustesse qui ressort. Mais pour sa taille, il y a quand même des skills surprenants. Son patin, c'est pas parfait, mais il couvre beaucoup de glace quand même. Évidemment que c'est grandes enjambées et tout ça, mais il y a une certaine agilité aussi. Je l'ai même vu faire des cutbacks pour échapper à la pression en zone offensive, chose qu'on voit rarement
des gars de ce gabarit-là. Il aime transporter la rondelle aussi, bizarrement. Il joue pas nécessairement un jeu de dump and chase tout le temps. Il essaye de déjouer. Il essaye de centrer des passes en zone payante. Sauf qu'il manque présentement de raffinement. Les idées sont là, le dare est là, mais l'exécution un peu moins. Dans un de mes visionnements, il a tenté au minimum 5 passes dans l'enclave, ce qui est quand même beaucoup pour un joueur de ce profil-là. La plupart de ces passes-là, c'était après de brillantes récupérations dans le coin, sauf qu'il y a 3 ou 4 de ces passes-là qui ont manqué cruellement de précision. Sauf que d'améliorer la précision des passes, je pense que c'est le bout facile à corriger dans toutes ces séquences-là. Tu sais, il a bien scanné, il gagnait l'intérieur, récupérait la rondelle, utilisait son gabarit, sa portée pour protéger la rondelle, repérer ses options de passe, décollait la puck de la bande, complétait la passe, frappait excessivement fort aussi. Fait que s'il faut juste qu'il améliore sa précision, ça pourrait être intéressant. Fait que Brooks Rogowski, gardez un œil là-dessus. Pas mal certain qu'il va devenir un choix de fin de première ronde, le jour du draft. Je suis pas prêt à dire que c'est le profil de Dean Letourneau. Il est plus robuste, moins skilled, mais c'est un profil fort intéressant malgré tout. Là. Moi, je vois quand même un gars de bottom six là, ici, mais à voir. Ensuite, l'autre, ouais, c'est intéressant. Juho Piparinen. Défenseur droitier 6 pieds 2 que j'avais personnellement beaucoup aimé lors du Linka, mais j'avais l'impression d'être le seul à l'aimer, fait que j'en parlais pas trop. Puis là, Craig Button l'a classé 4e dans son classement, fait que je me suis dit que c'était pas une bonne affaire d'aimer Piparinen. On est rarement sur la même longueur d'ongle, Craig Button et moi. Mais bref, je l'avais mis sur la glace, mais je suis retourné. J'ai brisé la glace et je suis retourné voir Piparinen jouer. Puis j'ai aimé ce que j'ai vu. Il a 17 ans, il joue en Liga, puis il a déjà l'air d'un vétéran. Il est très solide défensivement, il est robuste, il boxe out des joueurs, il utilise bien sa longue portée, il arrête les contre-attaques, il ferme les espaces. Je trouve qu'il joue avec une belle maturité, une belle confiance. Mais il y a aussi quelques flashs offensifs et c'est là qu'il devient intéressant. Dans une des parties que j'ai visionnées, il a fait quelques solides activations. Il a montré une belle mobilité, il a spiné même des plaqués. Il a également attaqué des espaces libres. Bref, il ne va jamais devenir un gros contributeur de points dans la LNH, sauf que cet instinct offensif-là occasionnel, je pense qu'il peut quand même faire la petite différence dans la LNH entre un défenseur stay-at-home plate et sans avenir ou un isolateur capable de venir dépanner sur une deuxième paire. Fait que Juho Piparinen, à surveiller, je pense qu'il pourrait rentrer dans ce moule-là. Puis je lance un dernier petit nom comme ça. Georgios Pantelis. Pas le gars de Two Drink Minimum, non. Le défenseur droitier de 6 pieds 2 de la WHL. Beaucoup de défenseurs droitiers de 6 pieds 2, right? Un autre qui m'avait quand même intrigué lors du Linka, mais que j'avais mis ça à la glace là aussi. Je n'étais pas retourné le voir. Je pensais que c'était juste moi qui tombais en amour avec les gros défenseurs, comme c'est toujours le cas. Theodore Knight également, un autre à mettre sur votre liste. Mais c'est ça, Pantelis, gros début de saison en WHL. À suivre, je pense qu'il pourrait riser sur les listes. Fait que c'est ça. Si vous suivez déjà le repêchage, il y a 4 autres noms évidents que vous dites, voyons, il n'y en a pas parlé dans les joueurs sous-estimés, pourtant ils sont full sous-estimés. La raison pour laquelle j'en parle pas, c'est que c'était un bonus sur Patreon il y a quelques semaines de ça. Je parle ici de Albert Schmitz, Nikita Sherbakov, un autre défenseur hypermobile, Oscar Hemming, le frère de l'autre, et Oliver Suvanto, que j'adore. Honnêtement, Hemming puis Suvanto, je les adore. 2 attaquants de puissance que je pourrais le classer en 10 et 20 à suivre. Puis Schmitz puis Sherbakov également pourraient se ramasser dans ce range-là. 4 joueurs que j'aime vraiment beaucoup, que je vais parler de toute la saison. Sauf que j'en ai parlé, comme je disais. C'est disponible sur patreon.com/briser la glace. Par ailleurs, sur le Patreon, j'ai fait tirer une casquette parmi les membres. Puis m'en faire tirer une deuxième. Si ça vous intéresse, je vais dans les prochains jours mettre le concours en ligne. Une belle casquette unique de briser la glace. Fait que bref, si tu souhaites encourager le podcast financièrement,
mais que tu trouves que Patreon, c'est gaspiller ton cash parce que je sors pas ben de contenu, j'ai une boutique en ligne. Le lien est disponible au briserlaglace-podcast.com ou au howtogetabiggercock.com. Puis ça, c'est pas une joke. Quoique je pense que le lien est dead. Je vais essayer de corriger ça, mais le nom de domaine m'appartient. Je fais ce que je veux. Bref, la boutique va pas rester en ligne bien longtemps parce qu'en ce moment, elle me coûte plus cher à garder en ligne que l'argent qu'elle génère. Fait que m'a crissé la clé dans la porte dans pas long. Cash me outside, how about that? Bref, profitez-en pendant que c'est là. Puis bref, tous les joueurs de qui il a été question jusqu'ici, j'ai au moins un ou des rapports de matchs disponibles sur le site d'Elite Prospects. Évidemment, des rapports de tous nos autres scouts, que ce soit David Saint-Louis, Mitch Brown, Adi Kalakesh, Sébastien Rai, Daniel G., Cam Robinson, etc. On contribue tous, en fait, à populer cette banque de rapports-là. Sauf que ça prend l'abonnement EP Premium, toutefois, mais c'est une source d'informations incroyable. En quelques minutes, là, vous pouvez lire 20 rapports détaillés de 20 games différentes, de 10 paires de yeux différentes. C'est quand même fou. Il n'y a aucun autre service de scouting qui offre ça. Puis si vous êtes lâche pour lire 20 rapports, un petit truc, là, pognez ça, copier-coller, collissez-moi ça dans le chat GPT. Il va faire un beau résumé. Vous pouvez faire votre scouting comme ça. Bref, si vous voulez apprendre à scouter dans le sens du monde, à mon avis, il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre que de lire ces rapports-là. En fait, petit truc, quand vous lisez les rapports, essayez de remarquer ce que des gars d'expérience comme Mitch Brown et David Saint-Louis regardent chez un joueur. Quels détails qu'ils checkent, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils projettent dans la LNH, qu'est-ce qui est un drapeau rouge également pour eux. Puis même, exercice le fun à faire. Visionnez des games de votre bar, faites votre propre rapport, puis ensuite, dans le fond, allez consulter ces rapports-là de nos scouts, puis comparez vos notes. C'est excessivement formateur. Vous allez voir si vous voyez les mêmes choses, qu'est-ce que vous avez manqué, qu'est-ce que vous étiez correct ou non. Des fois, juste le patin, on n'a pas tous la même perception du patin ou des habitudes de jeu. Le sens du jeu, c'est quelque chose, en fait, qui est très subjectif, en quelque sorte. Puis en plus, là, je parle des joueurs éligibles au repêchage de la LNH, mais on a également commencé à scouter de manière assez intense les joueurs éligibles au repêchage de la CHL. Donc, les joueurs, entre autres, éligibles au repêchage de la LHJMQ. Fait que les joueurs, là, si vous jouez M18, là, on parle de vous là-dessus. Allez voir ça. Fait que c'est intéressant parce que non seulement on les connaît plus tôt en vue du repêchage, mettons, de la Q ou de la OHL, mais aussi c'est que rétroactivement, on peut aller relire ces rapports-là quand ils vont être éligibles au repêchage de la LNH, puis voir la progression de ces joueurs-là. Fait que bref, c'est gros comme outil. Ça va devenir de plus en plus gros. Et il y a plein d'autres fonctionnalités auxquelles vous avez accès avec l'abonnement EP Premium. Mais juste pour ça, les rapports, puis aussi enlever les calices de pub de notre site, là, tout ça, ça vaut la peine de prendre l'abonnement. Puis les gens chez EP sont bien smart. Ils vous offrent 30% de rabais sur votre abonnement annuel avec le code promo BLG30. Fait que c'est ça, j'ai fait mes plugs. Je vous ai parlé jusqu'à présent de 6 joueurs que je crois sous-estimés. Maintenant, voici 6 surestimés, suivis de 6, je crois, qui vont être dans la catégorie de « je sais pas encore », puis la catégorie de « c'est pas toi le problème, c'est moi ». Il y a quelques noms ici, dont j'ai déjà parlé plus tôt dans l'épisode. Bref, je vous ai déjà spoilé quelques affaires, mais le premier, peut-être que vous le voyez pas venir, je vais frapper fort. Ryan Rubrook est, mesdames, messieurs, un des joueurs les plus surestimés de cette QV. À chaque année, il y a un joueur là, pour qui je m'acharne. Ça, les habitudes du podcast, vous le savez. En 2023, j'aimais pas Will Smith. Je reconnaissais toutefois son talent de fabricant de jeux élite, mais je le trouvais lâche, mou. Je le voyais plus comme un ailier, en fait, et non un centre. Tu sais, ça me faisait mourir de rire quand on disait que c'était un centre numéro 1 two-way. C'est vraiment pas ça que je voyais de lui. Puis j'ai toujours dit que c'était un joueur qui allait être très productif en saison régulière, mais possiblement invisible en série. On va voir, mais c'est encore ce que je pense de Will Smith. En 2024, j'avais d'énormes réserves envers Cole Eiserman, pour rester poli. Tireur élite, je le reconnaissais, mais je le classais beaucoup de one-trick pony
avec un sens du jeu largement sous la moyenne. Puis l'an dernier, c'était Anton Frondel, sur qui j'avais baguette dans l'air. Je reconnaissais son lancer, je reconnaissais sa force physique, sa maturité, sa transposabilité même. Sauf que je le voyais pas au centre, encore moins comme centre numéro 1. Peut-être ailier au mieux de top 6, mais réalistiquement peut-être plus là, de deuxième ligne. J'aimais pas son jeu de transition, sa créativité. Je trouvais son jeu défensif surestimé également. Bref, j'ai tout le temps un souffle-douleur. Puis cette année, ça s'enligne pas mal pour être Ryan Rubruk. Puis surprenamment, c'était un gros bonhomme. Mais c'est ça, j'en parlais d'entrée de jeu. C'est pas un centre de 6 pieds 4 comme qu'on voit partout. C'est un ailier de 6 pieds 2 3 quarts. Également très vieux pour la QV. Mais c'est pas ça qui me gosse de lui. A fait énorme saison l'an dernier. On va donner à César ce qui revient. 87 points en 64 rencontres, dont 41 buts. Très grosse saison. En ce moment, ça part pas si bien. Il n'est pas encore point per game. Mais son tir est possiblement dans les meilleurs de toute la QV. C'est un excellent franc-tireur, sauf que c'est pas un marqueur unidimensionnel comme Cole Eiserman. C'est quand même un gars qui a des mains. C'est un gars qui est capable de passer la rondelle, qui est capable de contrôler le jeu également, qui est capable de transporter la rondelle aussi. J'ai fait un très long rapport de match sur lui, si ça vous intéresse et que vous avez AP Premium. Mais je dois avouer que j'ai dû me censurer un peu dans ce très long rapport-là. Je vais vous donner ici quelque chose d'inédit, la version non censurée de ma conclusion de ce match-là. Ça va comme suit. Dans ses meilleurs moments, Rubruk a l'air d'un choix top 5, mais il y a de sérieux drapeaux rouges, aussi rouges que les yeux de Jeff Petrie. Son talent et ses outils sont limite game-breaking. Il a la capacité de faire la différence dans un match, mais il manque toutefois le désir de faire cette différence-là. Bref, pour mettre en contexte cette partie-là, Rubruk a particulièrement manqué de vivacité, de désir de gagner, puis de sentiment d'urgence. Son équipe tirait de l'arrière, puis il y avait un jeu de puissance, mais il tentait absolument rien. Puis c'était le joueur le plus talentueux sur la glace. Il se débarrassait de la rondelle, faisait juste la remettre passivement à la ligne bleue. Il essayait pas de créer de quoi que ce soit, de manipuler la boîte défensive ou de s'offrir même en option à ses coéquipiers. Un point tel qu'il a été benché pour les 5 dernières minutes du match. Alors que son équipe tirait de l'arrière et que c'était possiblement remontable comme déficit. À 5 contre 5, c'est encore pire comme contribution. Le nombre d'avantages qu'il a créé pour son équipe était plus que limité. Certes, c'était juste une partie que je vous parle là, mais c'est une tendance que j'ai observée dans plusieurs de mes visionnements. J'ai même dit qu'il me donnait des vibes de Patrick Laine à 5 contre 5. Évidemment, je pense que c'est un meilleur patineur puis un meilleur passeur et manieur de rondelle que Laine. Il n'y a pas le shot de Laine, évidemment, mais vous voyez un peu le profil de gros gars un peu lâche. Puis là, évidemment, je ne peux pas parler pour l'ensemble de notre équipe de scouting chez EP. Je partage ici mes opinions, pas ceux de notre équipe. Sauf que, tu sais, on l'a quand même classé 10e en septembre, alors qu'il est généralement unanimement classé entre 4 et 7. Fait qu'on l'avait 10e, on est déjà plus bas que tout le monde sur lui. Fait que je pense que mes observations ne détonnent pas tant de celles de mes collègues ici. Personnellement, c'est présentement là qu'il se situe dans mon classement autour de 10e, sauf qu'à chaque visionnement que je rajoute, il descend. Puis il y a des joueurs, comme je disais, là, les Klepov, Shilov, puis même quelques défenseurs là, qui sont de sérieux contenders pour le dépasser. J'anticipais un long débat tout le long de la saison entre lui et Ethan Belchetz, le gars de 6 pieds 5 là, que je vous parlais plus tôt. Les deux gros attaquants de puissance, mais il n'y en a pas de débat. Belchetz va rapidement cimenter sa place dans le top 4, puis Rubruk pourrait glisser en dehors de la plupart des top 10. Ensuite, il y a Elton Hermansen, ailier 6 pieds 1, qui avait brillé au Linka cet été, puis il se ramassait pas mal autour du 15e rang dans pas mal toutes les listes. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit d'entrée de jeu, mais à ce temps-ci de l'année, je trouve que les listes sont énormément teintées par le Linka Gretzky, donc à faire attention. Fait que Elton Hermansen, pour moi, est au mieux un fan de première ronde en ce moment. Il produit correct en ce début de saison, 5 points en 6 matchs en Allsvenskan, mais un maigre 4 points en 7 matchs en U20. Puis don't get me wrong, je pense qu'il est talentueux. Au Linka, je trouvais qu'il pouvait se démarquer par son lancer,
particulièrement des cercles. Puis là, ben, en plus, je trouve qu'il a montré une excellente capacité à distribuer la rondelle cette saison. Un passeur précis, capable de compléter des passes complexes, de manipuler à un certain égard même. Sauf que je trouve qu'il joue beaucoup trop en périphérie. Il manque d'habitudes physiques transposables pour la LNH. Il n'a pas l'air affamé même. J'aimerais le voir avec plus d'intensité, avec du feu dans les yeux, tu sais. Mais il me semble être un gars qui excelle à basse vitesse, mais c'est pas nécessairement un trait qui me rassure sur sa projectabilité dans la LNH. Son patin est également très moyen. Fait que bref, un joueur qui est bon, qui est talentueux, mais qui n'est pas top 20 pour moi, pas aujourd'hui du moins. Je le vois comme un bon joueur professionnel européen. Il a été bon au Linka, mais on va en revenir du Linka. Comme on en est revenu assez vite des tasses qui changent de couleur quand tu mets un liquide chaud dedans. Parlant de liquide chaud, il s'appelle Elton. Mais c'est pas là que je m'en allais. Allez voir la photo de son frère, Simon Hermansson, sur sa page d'Elite Prospects. C'est quelque chose. Ensuite, Adam Novotny, ailier 6 pieds 1, un late tchèque qui joue en OHL cette saison. On le voit classé autour du 12-13e rang pas mal partout. On l'avait au 19e rang chez EP en septembre. Puis pour moi, c'est encore trop haut. En fait, je vois de très belles qualités physiques et défensives là, chez Novotny. Je pense qu'il y a un jeu excessivement transposable. C'est un gars qui est travaillant, qui a un bon moteur, des très bonnes habitudes sans la rondelle. Mais j'ai quand même des grosses interrogations quant à son jeu avec la rondelle. Il a un bon lancer, mais sa prise de décision me semble parfois légèrement lente, même en OHL. Puis souvenez-vous, il y a quelques épisodes, je parlais que je ferais attention cette année au good enough. En fait, si sa vitesse d'analyse et son sens du jeu sont good enough pour la OHL présentement, il peut s'en sortir malgré quelques lacunes. Sauf qu'un good enough dans la OHL ne sera pas good enough dans la LNH. Le manque de créativité, de capacité à play driver, la capacité à s'évader, son manque de vision également, tout ça, c'est quand même des lacunes qui ont été constantes dans mes visionnements, malgré que j'ai vraiment apprécié ce que j'ai vu de lui physiquement. C'est possible qu'il devienne un joueur de support two-way de bottom six, mais pour moi, ça ne mérite pas une sélection top 20, considérant son âge et considérant à quel point c'est une bonne QV. À sa défense, toutefois, il est présentement point per game quand même, et ça pour une équipe épouvantable. Il pourrait au final se ramasser entre 20 et 32 dans mon classement, là, peut-être même entre 20 et 25. Là, je veux dire, je pense que c'est là qu'il pourrait sortir. Mais pas 12e comme qu'on voit partout. Pas devant des gars comme je parlais tantôt, là, les Shilov et Klapov. Fait que bref, Adam Novotny a encore des choses à me prouver. Dans les joueurs surestimés, on continue Blake Zielinski, gars qu'on entend un petit peu moins parler là, toutefois, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'avaient aimé lors du Linka. Attaquant 6 pieds qui évolue en USHL, qu'on a vu, c'est ça, percer quelques premières rondes, dont chez Elite Prospects, il a percé notre première ronde, sauf que personnellement, j'ai rien aimé de ce gars-là. Il a un bon shot, bravo. Mais dans mes visionnements, il y avait un manque flagrant d'exécution, des mauvaises passes, du mauvais maniement de rondelles. J'ai pas aimé son patin non plus. Il y en a qui le trouvent rapide, là, mais je trouve ses mécaniques très limitantes en ce moment. Il y a des petites strides, pas beaucoup de flexion des chevilles, ses pieds sont lents. J'ai même noté qu'il semblait manquer de gaz sur certains shifts. Puis non, je ne ferai pas de joke de camp de concentration sur le fait qu'il manque de gaz à la fin de ses chiffres. Mais je peux faire des jokes de bananes, par exemple, parce que peut-être que Zielinski, il a juste pogné des crampes puis qu'il devrait manger plus de bananes. Souvenez-vous, monkey never craps, because monkey everyday bananas. Tout. Bref, il va devoir en montrer plus, parce qu'en ce moment, il en arrache. Pas autant qu'un man de Baines, mais il en arrache un peu quand même. Ensuite, pour conclure, les joueurs que je crois être surestimés, le prochain me fait très mal, je dois avouer. C'est Lars Steiner. Ça me fait mal, considérant qu'il évolue dans la Q, mais également qu'il avait été électrisant la saison dernière avec Zonon et Vero. Steiner, ailier suisse, mesuré à 5 pieds 9 pouces et demi par la centrale, cumule présentement 8 points en 7 matchs dans la Q, qui est blessé toutefois. C'est un joueur, encore une fois, talentueux, avec de magnifiques qualités et habitudes de jeu pour son âge, un joueur mature,
qui projetterait sans doute bien sur un bottom six vu ses habitudes sans la rondelle et même physique. Mais à 5 et 9, c'est difficile de lui projeter une chaise sur un bottom six de la LNH. Puis je pense pas qu'il y a assez de talent offensif pour projeter sur un top 6 non plus, malheureusement. Mais s'il montre un petit peu plus d'offensive transposable, je devrais dire, parce qu'il produit quand même très bien. On pourrait le revoir vers la fin, je dirais, de la première ronde. Mais pour l'instant, je serais très surpris de voir Steiner être repêché dans la première ronde. Ensuite, j'ai 6 noms qui me restent. 2 catégories. La première, c'est « Je ne sais pas encore qu'est-ce que j'en pense de ce joueur-là. » Puis, je termine ça par... C'est pas toi, c'est moi. Il y a quand même des gros joueurs là-dedans. Donc, la catégorie, je ne sais pas encore. Je suis mitigé, en fait, sur ces 3 joueurs-là. Le premier, c'est JP Holbert. Probablement le joueur qui va être le plus polarisant cette année. Petite mise en contexte. Ailier du programme de développement américain qui évolue maintenant en WHL. 5 pieds 11, qui cumule présentement 24 points en 11 matchs, dont 11 buts. Il y avait même 7 buts en 4 matchs un bout. C'est pas un late en plus. Fait que bref, pourquoi n'est-il pas plus haut sur toutes les listes? En fait, je pense qu'il tombe dans la catégorie des high risk, high reward, même s'il ne fait pas, mettons, 5 et 8. Puis, je pense que la meilleure manière de l'illustrer, imaginez, mettons, un gars dans la queue qui produit un très grand rythme, sauf qu'il fait, mettons, 5 et 7, 5 et 8. Là, vous avez plein de noms en tête. Mais JP Hurlbert, c'est pas mal ça, mais à 5 et 11 toutefois. Fait que vous allez le voir dans plusieurs top 10, je suis convaincu. Mais je suis également convaincu qu'il ne fera pas le top 50, peut-être même 64 de d'autres. Puis ça se pourrait qu'il glisse énormément, autant que ça se pourrait qu'il se fasse repêcher en milieu de première ronde, je le sais pas. Mais il y en a qui vont l'aimer énormément. En fait, je suis prêt à gager un petit 5$ qui va devenir un des chouchous de Snake cette saison. D'ailleurs, je vous invite à écrire en commentaire où pensez-vous que Snake aura JP Hurlbert cette saison. Est-ce que ce sera dans son top 5? Placez votre prédiction, mais moi, je pense que ça pourrait être son Trevor Connolly de cette année, Hurlbert. Puis, avec raison, en fait, je ne dis pas ça pour taquiner le Snake. Hurlbert est très le fun à regarder, mais je suis encore sa clôture avec lui. Il est très, très, très talentueux. C'est un fin marqueur avec un tir précis, un tir qui dissimule bien également. C'est un joueur agile avec d'excellentes mains, mais c'est également un joueur très opportuniste. Les failles qu'il exploite en ce moment dans les défensives juniors seront possiblement pas exploitables au prochain niveau. Il y a beaucoup de ses chances de marquer qui viennent de sa capacité à tricher et à sauter dans la contre-attaque assez rapidement. En zone offensive, ça demeure un joueur créatif et dynamique qui est capable de manipuler puis de feinter, mais ça demeure un joueur qui excelle davantage dans le périmètre, qui se fait pousser très facilement, puis qui a un patin questionnable. Son jeu défensif est également questionnable. Puis tu sais, je vous ramène, pensez aux joueurs productifs de la Q, de petits gabarits. Il y a beaucoup de noms comme ça qui n'ont même pas été repêchés. Lui, heureusement, il fait 5 et 11, il joue dans la WHL, mais bref, vous voyez le genre, et je peux comprendre pourquoi il fait écarquiller autant d'yeux et pourquoi plusieurs s'excitent de le voir, parce que c'est vraiment un des gars les plus spectaculaires, je crois, de cette cuvée-là. Je fais quand même partie des optimistes à son égard, parce que j'ai quand même pogné, je dois dire, une partie. En fait, il y a une partie qui m'a fait donner un brin d'espoir pour lui, dans lequel son jeu défensif était pas mal du tout. Où je l'ai vu, en fait, soutirer plusieurs rondelles. Puis je me suis dit, oh, s'il peut avoir cette intensité-là, ce pace-là, ce jeu défensif-là, je pense qu'on a un joueur de hockey ici. Sauf que c'est ça, le patin est déficient, puis je trouve qu'il manque encore, c'est ça, cette petite hargne pour rendre le tout transposable. Mais s'il améliorait son patin, puis c'est ça, son jeu défensif, la meilleure manière, en fait, quand je le regardais, il y a un nom qui me venait en tête, puis j'étais comme, je veux voir plus de Braden Coots dans son jeu sans la rondelle. S'il est capable d'aller chercher ça, évidemment, il n'y a pas le patin de Coots, mais s'il est capable d'aller chercher ça,
il va devenir un de mes favoris. Mais présentement, c'est pas ça. Il y a un bon niveau d'intensité par moment, mais je trouve que c'est quand même inconstant. Mais c'est surtout inconstant par son manque de désir de jouer en zone défensive. Il essaie beaucoup de tricher quand même. Puis comme je disais, il n'y a pas le patin en fait pour catch-up les joueurs. Fait que bref, à suivre. Je pense que ça va être un joueur très, très, très polarisant. Un joueur spécial. En fait, je dirais que c'est un peu comme une Dan Electro. La guitare, c'est particulier. Mais il y en a qui aiment vraiment ça et qui ne jurent que par ça. Fait que JP Holbert, à suivre. Ensuite, Marcus Nordmark. On s'en va à l'opposé du spectre de JP Holbert. Un autre joueur que, à l'instar de Elton Hermanson, avait brillé au Linka. Ailier, 6 pieds, classé entre 15 et 18 en moyenne. Puis il y en a même comme Button puis Kennedy qui l'ont dans leur top 10. Je crois que c'est respectivement 9 et 6 de mémoire. Puis il n'a pas fait notre top 32 chez EP, je crois. Puis il n'est pas dans mon top 32 personnel non plus. Sauf que la raison pour laquelle je ne sais pas encore pour Nordmark, c'est qui montre quand même une progression intéressante qui pourrait donner raison à ceux qui l'ont en milieu de première ronde. Présentement, c'est 18 points en 10 matchs dans la U20 nationale, au 2e rang de la ligue quand même. C'est un gars que je percevais davantage comme un supporter cérébral two-way lors de mes premiers visionnements, sauf que dans mes derniers visionnements, son playmaking était vraiment impressionnant. En fait, dans mon rapport publié sur le site de EP, je l'ai même décrit comme étant possiblement un des meilleurs distributeurs de rondelles de tout le repêchage. C'est pas peu dire pour un gars que j'ai même pas dans ma première ronde, là. Je vantais sa patience, son mouvement S-Ouest et tout ça, mais ce que j'expliquais, puis c'est là que j'ai mes doutes, c'est que c'est un gars qui joue beaucoup à faible tempo, puis c'est un bon distributeur, un bon passeur, mais je le voyais pas comme un play driver. Fait que je suis pas sûr qu'il y a ce qu'il faut pour devenir un playmaker, un fabricant de jeu de top 6 dans la LNH. Il n'y a pas le dynamisme, il n'y a pas d'attribut physique vraiment. J'ai peine à voir sa chaise dans la LNH, outre un joueur qui pourrait briller sur l'avantage numérique. Mais ça prend plus que ça pour jouer sur un top 6 dans la LNH. Peut-être qu'il pourrait se développer en joueur two-way de milieu d'alignement, capable de passer la rondelle, mais sans de gros attributs physiques. Mais c'est une chaise bizarre. Je le vois pas tant devenir un play driver à 5 contre 5, ni un grinder. Fait que la chaise n'est pas claire pour moi, pour Marcus Nordmark. Évidemment, la saison est jeune. Il montre de la progression. On souhaite que ça continue dans ce sens-là. Il pourrait regrimper sur ma liste. Pour l'instant, je suis pas tout à fait convaincu. À voir. Je ne le sais pas encore. C'est ça le nom de la catégorie. Le dernier, que je ne le sais pas encore, c'est Jack Hextall, centre américain 6 pieds qui joue en USHL. M'a fait ce cours. On n'a pas toujours besoin d'une explication bien détaillée. Tu sais, comme dans Prison Break, là, le gars qui se fait enlever toutes ses tatous du jour au lendemain pour n'en a jamais reparlé. Là. On peut faire des explications courtes, puis ça marche. Bref, Jack Hextall, très bon fabricant de jeu, excellente main en espace restreint, un bon niveau d'implication, mais un patin vraiment, mais vraiment alarmant. Je le laisse dans la catégorie des « elle ne sait pas encore ». Parce que s'il améliore son patin, puis qu'il améliore sa masse musculaire, parce qu'il se fait quand même pousser facilement en ce moment, il pourrait devenir un très bon fabricant de jeu. Il est comme un peu un sac de beef jerky. J'aime tout de lui. J'aime sa vision, sa fabrication de jeu, son intensité. Mais il y a une affaire que j'aime vraiment pas et qui vient briser toute l'expérience. C'est le petit Chris de sachet blanc dans le beef jerky. Pas mangeable, ça, Chris. Bon, pour finir sur une bonne note, la dernière catégorie, c'est pas toi, c'est moi le problème. Catégorie de joueurs que j'aime pas assez à mon goût, mais je pense que c'est vraiment moi le problème, ou que c'est juste pas mon style de joueur, parce que j'ai pas tant d'arguments pour ne pas les aimer. Peut-être aussi que j'ai juste pogné des mauvaises games. Fait que c'est pas des gars que je pense surestimés. Je pense vraiment que c'est moi qui dois embarquer là, dans le train. Le premier, c'est Ivar Stenberg, qu'on a classé 2e chez Elite Prospects, puis qui est pratiquement unanimement 2e ou 3e partout, j'en parlais d'entrée de jeu. Perso, je le vois plus autour de 7-8, peut-être même entre 7 et 12, mettons que je me donne un range. Mais d'ailleurs,
dans le sondage réalisé par Cam Robinson, le nouveau Bob McKenzie, Stenberg était 7e, je crois. Bref, Stenberg, ailier, 5-11 selon la centrale, très vieux pour la QV, on rappelle, c'est un fin septembre, à 2 semaines d'être éligible l'an passé. Un magnifique patineur toutefois, un transporteur de rondelles confiant, mais surtout possiblement un des joueurs les plus intelligents du draft, qui produit un rythme, en fait un des meilleurs rythmes de l'histoire de la SHL pour un joueur à son année d'admissibilité au repêchage de la LNH. Et pourquoi ne l'aime-je pas alors, Ivar Stenberg? Je le trouve un peu vanille. Puis c'est sûr, là, je fais un clin d'œil à mon chum Étienne de Blue Chip Prospect qui avait appelé Braden Coots de vanille et je lui pardonnerai jamais. J'ouvre la porte maintenant à ce que ça vienne me mordre. J'appelle Ivar Stenberg vanille maintenant. Mais je pense que c'est juste le style de jeu que ça me parle moins un petit peu. Puis une chose qui m'a mis un petit doute, là, c'est pas grand-chose, là, mais la game que j'ai vue sur une glace nord-américaine dans la Ligue des champions, c'était quand même plus tough pour lui de prendre le centre de la glace puis de générer de l'attaque. Mais encore là, je me trouve dur. C'est un kid de 18 ans contre des messieurs, puis il tire bien son épingle du jeu. Je le vois, le potentiel d'ailier de première ligne. Je la vois, la comparaison avec un gars comme Lucas Raymond. Mais pour une raison que j'ignore, je suis pas convaincu encore. Soit je vais finir par embarquer dans le bateau, ou soit j'aurais été un précurseur. Qui sait? La saison est encore jeune. Il y a le temps de dropper. Ceci étant dit, je suis on board totalement de le classer 2e. Je pense que ça fait du sens. Parce que je réitère, je crois que c'est le joueur le plus intelligent de la QV et c'est un très bon patineur. C'est 2 attributs que tu veux dans un joueur que tu repêches top 5. Fait que ça fait du sens de l'avoir 2e. Puis c'est un gars qui produit déjà très bien contre les messieurs. Mais ouais, non, perso, j'ai une réticence en ce moment à le classer plus haut que 6 ou 7. À suivre. L'autre, c'est Viggo Bjork. Puis lui, je peux l'expliquer un petit peu plus. Vous allez voir, ça va aller vite. Ailier, 5-9. Bon, juste ça explique pourquoi je suis pas high dessus. Vous savez, j'aime mes gros bonhommes. Mais il y a une contradiction ici, vous allez voir. Mais que je le décrive, c'est pourtant le genre de joueur que j'aime. Puis en plus, il a battu le record, je le disais, pour le nombre de points dans la U20 nationale l'an dernier, tout âge confondu, et ça, à l'âge de 16 ans seulement. Puis je reconnais qu'il y a du talent. Mais là, c'est ça. C'est important de faire la distinction entre talent dans le junior puis projectabilité dans la LNH. Puis c'est là où j'ai mes réserves. Ça ferait un beau nom de podcast de bowling. J'ai trop de podcasts. Bjork serait possiblement en fait un de mes joueurs préférés s'il faisait 6 pieds 1 ou plus. En fait, il joue avec énormément d'intensité. Il s'implique physiquement, il initie le contact, il rentre à l'intérieur de la glace, il protège, ou du moins il essaye de protéger la rondelle. Mais c'est un peu ça le problème. Il y a les habitudes, il y a le pace, mais il n'y a pas le 16 pour compléter tous ces jeux-là, tu sais. Également, une lacune sur laquelle que je m'accroche encore peut-être, c'est que l'an dernier, le patin était une lacune. Ça s'est amélioré, c'est encourageant, mais on dirait que j'ai encore de la misère à le voir comme un doute qui a été dissipé. Mais c'est vraiment le gabarit en ce moment qui met des freins sur Viggo Bjork. Puis c'est ça, c'est le cas. À chaque année, en fait, les joueurs de 5 et 9 et moins, tu sais, oui, il y en a des Cole Caulfield qui sortent tôt, mais la plupart du temps, je pense aux DeBrincat, Schmidt et compagnie, on les voit glisser en 2e, 3e ronde, malgré des saisons phénoménales. Puis j'ai l'impression que Bjork pourrait glisser en 2e ronde cette année. On parlait de lui comme un choix top 10 avant le début de la saison. Ça veut pas dire qu'il mérite pas d'être classé top 15 ou autour de 20 ou dans ces coins-là. Je pense qu'il y a amplement le talent pour être là dans des classements. Là, et je suis complètement on board avec ça. Mais d'un point de vue repêchage simulé, c'est un peu ça que je suis en train de dire, je serais surpris de le voir en première ronde le jour du draft. Mais vu son moteur, son implication physique, il y a des bonnes chances de rester entre 15 et 25 dans mon classement, malgré sa taille. Mais attendez-vous pas de le voir là dans mes mock drafts. Mais c'est sûr, il faudrait vraiment une saison phénoménale de sa part en SHL pour repercer mon top 12.
Puis ça risque d'être compliqué, considérant qu'il vient d'être retourné en U20 après avoir cumulé un 4 points en 11 parties en SHL. Fait que la marche semble peut-être haute pour lui pour produire un rythme suffisant pour me faire changer d'idée. Mais c'est ça. J'ai juste l'air de vouloir l'aimer, puis quand même l'éviter à tout prix. Un peu comme Ryan Gosling qui évite de manger ses céréales. Meilleure vidéo ever. Fait qu'on va voir Viggo Bjork. J'aime beaucoup les habitudes de jeu. J'aime juste pas sa taille. Puis le dernier, mais non le moindre, Luke Scherer, que initialement, je le mets dans les joueurs sous-estimés, puis plus je le regarde, moins que je l'aime. En fait, parmi tous les défenseurs qu'on a en très haute estime chez Elite Prospects, fait que, les 6 que je parlais là, d'entrée de jeu, en plus des Albert Schmitz, Nikita Sherbakov, Malte Gustafsson, Luke Scherer, c'est lui pour lequel ma vision diffère le plus de notre classement. En fait, on l'avait classé 12e en septembre, puis je le comprends pourquoi. Défenseur, droitier, 6 pieds 3, programme de développement américain, magnifique patineur, mobile, rapide, capable de défendre contre le rush, capable d'apporter une robustesse. Mais je le vois comme un très gros projet à long terme plutôt qu'une sure shot. C'est ça qui me fait mettre un break dessus. C'est certain que le programme cette année est épouvantable, possiblement pire que l'an passé. Mais la prise de décision avec la rondelle de Scherer me fait peur. Il me donne des vibes de Charlie Trethewey l'an dernier, même si c'est pas le même profil de joueur tout à fait. Mais en fait, plus j'y pense, Logan Hensler serait également un peu un joueur qui avait un profil similaire et des critiques similaires. Fait que gros gabarit, robustesse, excellente mobilité, mais manque de vision, des gestes précipités en récupération, beaucoup de revirements en raison de passes à l'aveuglette en zone défensive, gère mal l'échec avant, joue mal sous pression. Bref, tu sais, je l'ai même vu, Scherer, mal gérer la POC, même quand il n'y avait pas de pression sur lui. Il paniquait, il mishandlait, il manquait sa passe. Bref, une machine à turnover, du moins dans mes visionnements, tu sais. À suivre, parce que le profil, évidemment, de défenseur américain, droitier, mobile, robuste de 6 pieds 3, ça crie choix top 20. Puis, tu sais, s'il dissipe ces doutes-là, ce sera pas long qu'il va remonter. Pour ça, je l'ai mis dans la catégorie c'est pas toi, c'est moi. Peut-être que je m'attarde trop à qu'est-ce qu'il est présentement et non à ce qu'il peut devenir. Ce qui est, je réitère, un des pièges numéro 1 dans le scouting. Trop s'attarder à qu'est-ce qu'un joueur est en ce moment et non qu'est-ce qu'il va devenir. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Fait que ça crie choix top 20 malgré tout. Mais présentement, il score plus vers la fin de ma première ronde dans mon fichier d'évaluation. Parce qu'il score mal dans des catégories pour lesquelles j'accorde beaucoup d'importance. Puis dans un rapport que j'ai publié sur EP, je suis quand même fier, mais j'ai pu glisser la phrase He denied Dick's entry with good stick placement and with his long reach. Je suis pas peu fier. Merci d'avoir empêché Dick de rentrer. Scherer. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. Quasiment réussi à faire ça en bas d'une heure. Mais ouais, merci pour votre support. Merci d'être là. Puis j'espère que cet épisode-là vous permet d'apprécier cette cuvée-là puis vous donne la piqûre d'embarquer dans le train parce qu'on va avoir du fun cette année de suivre l'évolution de cette cuvée-là, de suivre l'évolution de ma pensée. Puis je veux faire des comparaisons de joueurs plus souvent. Je veux parler des risers, des fallers, des joueurs sous-estimés plus souvent. Fait que suivez-moi si ça vous intéresse. Si l'épisode vous a plu, droppez un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Comme je dis tout le temps, envoyez ça à votre belle-mère, elle va capoter. Puis on se voit très bientôt, ou pas, pour un autre épisode du podcast Brisez la glace. Merci et bonne nuit.